Donc bonjour. Je suppose que la plupart d'entre vous me connaissent déjà, parce que je suis quand même déjà venue à des journées matrices. Donc je suis Julie Janaudy, je suis la directrice du réseau national des bibliothèques de maths, donc qui est un autre GDS de l'INSMI, très très partenaire avec Matrice. Donc on va vous parler, Bernard et moi, du contexte général de ce que c'est que l'open science, la science ouverte, et la problématique des données de la recherche dans ce contexte-là. Donc une petite précaution au départ, vous dire de quel point de vue je parle et quelle est ma légitimité. Donc mon point de vue, c'est celui d'une bibliothécaire spécialisée en maths. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis dans les maths, je connais très très mal les autres disciplines. Et je suis bibliothécaire, je suis ni décideuse politique, ni financier, encore moins informaticienne. Et sur la problématique des données de la recherche, je suis moi-même personnellement très très débutante. Quand Philippe est venu nous voir pour nous demander d'intervenir dans ces journées, je lui ai expliqué, moi ça m'intéresse beaucoup, on sait que le sujet est très important et prend une importance considérable dans le paysage de l'ESR d'une façon générale, mais moi j'y connais pas grand chose, je suis assez neuve sur ces questions. Donc ma légitimité est celle du candidat. Donc je suis très contente parce que à l'occasion de la préparation de ces journées aujourd'hui, j'ai dû moi-même me plonger un petit peu dans le sujet de façon un petit peu plus avancée que les vagues connaissances que j'avais jusqu'à maintenant. Et vous allez certainement le constater pendant la suite de la présentation, elle reste un peu vague. L'objectif est vraiment simplement de vous donner donc, le vocabulaire général de ce qui se passe dans ce mouvement de l'open science. Et l'idée est plutôt de poser les problématiques et de se poser des questions, parce qu'on sait que ça va avoir des impacts, ça en a déjà et ça va en avoir plus encore dans les années à venir, dans les mois et les années à venir, sur un changement des pratiques à la fois des bibliothécaires, des documentalistes, des spécialistes de l'IST d'une façon générale. Donc IST, information scientifique et technique, je suppose que ça vous le savez tous. Des chercheurs, bien sûr, et aussi de l'ensemble des fonctions support dans les laboratoires, donc les informaticiens, les administratifs, les gestionnaires. A priori, tout le monde va être un petit peu touché par ce nouveau paradigme. Donc je ne suis pas du tout une spécialiste du sujet, je vous le dirai un petit peu plus tard dans la présentation. Les sources d'informations sont extrêmement nombreuses, très très éclatées, très disparates, et c'est seulement le début. Donc il va falloir un petit peu se plonger de façon assez précise dans cette masse de documentation. Il se trouve que déblayer des masses de documentation, c'est censé être mon travail de bibliothécaire, donc normalement on devrait s'en sortir. Donc on va faire donc une présentation de Bernard Sempité ici qui travaille à l'INIS, donc l'Institut national pour l'information scientifique et technique. Ah, pas national. Pas national. Pas national. C'est pas national le N. Damned. C'est quoi le N? C'est le N de Institut. Ah, j'étais sûre que c'était national comme l'INSMI. Donc l'Institut de l'information scientifique et technique. Donc il est fort probable qu'on se complète mutuellement. Il y a des choses que je dis moi dans ma présentation qui dira dans la sienne, on peut s'interrompre, etc. Et n'hésitez surtout pas à interrompre, à poser des questions, à réagir. Ça m'aidera moi-même, et probablement Bernard aussi, à éventuellement préciser des choses qui, même dans nos esprits à nous, ne sont pas forcément encore très limpides. Donc moi, je fais une présentation générale du contexte de ce que c'est que la science ouverte, un petit historique des principes, assez global. Une tentative de définition de ce que c'est que l'ouverture des données, et des données de la recherche en particulier, et quels sont leurs enjeux dans nos pratiques.
Alors ça c'est la slide introductive, c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent et une définition un petit peu classique. Donc il s'agit d'ouvrir et de partager le savoir scientifique. L'open science recouvre des réalités très différentes. Donc là, voilà, open data, open source, open méthodologie, open peer review, open access, open educational. Il y a plein de termes et de définitions qui traînent autour du contexte de l'open science. Les définitions proposées par les gens sont là aussi très variables. Le point commun à toutes, c'est qu'il s'agit donc d'ouvrir, c'est-à-dire de rendre accessible sans barrière à tout le monde le savoir scientifique. Vous le voyez ici, donc ça c'est un graphe qui a été fait par Foster, qui est un organisme qui s'occupe de formation aux données aux problématiques de l'open science, notamment pour les chercheurs, pour un petit peu situer les choses les unes par rapport aux autres. Donc vous voyez que l'open data, c'est vraiment seulement une partie de ce que c'est que l'open science. Donc je vais faire un petit historique d'une façon générale, c'est là où je suis à peu près le plus au courant. En maths, donc dans les domaines que je connais, le mouvement open est très bien implanté, très connu, très actif, mais il s'intéresse essentiellement aux publications de la recherche. Alors, historiquement, l'accès aux résultats scientifiques de façon un peu ouverte, ça a commencé dès le XVIIe siècle. Donc la première revue scientifique, c'était les Philosophical Transactions de la Royal Society. Et donc il y avait à peu près une trentaine de revues scientifiques à la fin du XVIIe, pour plusieurs dizaines de milliers à la fin du XXe. Donc la dissémination des résultats de la recherche est devenue plus facile par le biais des revues scientifiques, puisqu'il suffisait d'aller lire ces revues pour connaître les avancées de la science produites par l'ensemble de la communauté scientifique. Mais elle était évidemment extrêmement restreinte à une toute petite communauté scientifique, qui a évidemment grandi entre le XVIIe et le XXe, mais assez exclusive et pas du tout ouverte au reste de la société. C'était une forme d'entre-soi. Cet accès aux résultats de la recherche via les publications ont eu donc un poids très massif dans ce que c'était que faire de la recherche. Finalement, produire de la recherche, c'était produire des publications scientifiques pendant très longtemps. L'ouverture de la facilitation de l'accès à ces publications s'est accélérée dans les années 90. Donc en 91, c'est la naissance donc, de High Energy Physics Theory qui est devenue Archive maintenant. Donc une base de données de pré-publication, c'est-à-dire qu'avant de publier leur article dans une revue scientifique, l'article était mis à disposition de l'ensemble de la communauté sur cette base d'archives. Dès 96, un moment un petit peu fondateur dans le mouvement de l'ouverture de l'accès, c'est la décision du Human Genome Project, donc le projet international de séquençage de l'ADN humain. En 96, lors de son colloque des Bermudes, a mis en place le principe de diffusion immédiate des résultats du séquençage, et gratuite, en ligne, et ouvert à l'ensemble de la population, c'est-à-dire la communauté scientifique, comme tout le monde, si on est capable de lire un séquençage humain, un résultat de séquençage ADN évidemment, et d'en faire quelque chose, mais la chose était ouverte dans les 24 heures après le traitement d'une séquence. Ce qui était très contradictoire avec les usages, notamment dans la communauté des recherches biomédicales, où il y a encore aujourd'hui, de moins en moins, mais il y a eu très longtemps, une culture de fermeture et de garder ces découvertes pour soi et une peur et du plagiat et de se faire voler ces découvertes.
Donc le principe du séquençage du génome, c'est qu'ils se sont rendus compte que le travail était démentiellement énorme, qu'il allait nécessiter une collaboration massive d'une masse de chercheurs très très importante, et que le séquençage lui-même n'allait pas pouvoir se faire si ces publications n'étaient pas partagées. Donc dès 1996, le principe, donc ce qu'on appelle le principe des Bermudes, a permis la diffusion immédiate de ces résultats de recherche avant leur publication. Et si je peux me permettre de t'interrompre, il y avait en plus de ça cette espèce de crainte que le génome humain soit capté par des sociétés privées et donc à terme vendu, des données qui sont vendues. Donc ça, quand même, c'est un peu contradictoire avec la notion d'humanité universelle. Et donc c'est à la suite de ça que la communauté scientifique s'est émue et a dit on ouvre et on rend public très vite, très tôt, l'ensemble de ces données. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même un moment charnière de prise de conscience. C'est important peut-être de le rappeler. Oui, absolument. Et enfin, le non-brevetage du vivant est quelque chose qui est assez fondamental dans ces mouvements-là. Enfin, du vivant, le non-brevetage de la connaissance. Donc en 99, l'Open Archive Initiative, donc ce qu'on appelle OAI, ça a commencé à s'intéresser au problème d'interopérabilité de ces données-là. Donc c'est la naissance du protocole OAI-PMH, que vous connaissez certainement tous, et des systèmes de moissonnage de métadonnées. En 2002, c'est aussi un des moments considérés comme fondateurs, c'est la Budapest Open Access Initiative, donc BOAI. C'est les premiers textes à utiliser l'expression libre accès. Et donc c'est un moment de convergence. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient à ces sujets-là, à dire il faut que ça soit librement accessible, visible, lisible par tous, et réutilisable par tous. Donc c'est une série de guidelines pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, et ça favorise très nettement ce qu'on appelle donc l'auto-archivage, donc le dépôt du contenu d'un article scientifique dans une base de données d'archives ouvertes avant leur publication et après leur validation par les pairs. Et en 2003, la fameuse déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance. Donc tout ça sont que ce soit Budapest ou Berlin, ce sont des initiatives internationales. Le mouvement n'est pas du tout centré sur un pays ou sur une communauté scientifique. C'est quelque chose de très très large. Donc qui définit le libre accès comme une source universelle de la connaissance humaine et du patrimoine culturel, ayant recueilli l'approbation de la communauté scientifique. Le ayant reconnu l'approbation de la communauté est assez importante, qu'il y a eu une crainte assez forte au démarrage du mouvement de l'accès ouvert, sur le fait que c'était pas validé, puisque c'était publié directement, c'était pas validé par la communauté scientifique, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est publié c'est pas parce que c'est publié sur un dépôt d'archives ouvertes et mis en ligne sur Archive ou sur n'importe quel dépôt, que ça n'est pas scientifiquement validé et estampillé comme valide. Le libre accès, ça donne l'accès à une connaissance qui a recueilli l'approbation de la communauté scientifique. On peut aussi trouver des choses qui ne sont pas validées par les pairs, mais en général, ça se voit tout de suite, de toute façon. C'est pas excluant l'un de l'autre. Donc depuis 2003, les déclarations, les appels, les appels à action, les initiatives, je cherche le mot français pour guidelines et je ne le trouve pas, j'ai un trou. Bonne pratique. Merci. Les bonnes pratiques se sont multipliées, il y en a un petit peu partout tout le temps. Ça a été même un moment assez un petit peu fatigant pour les gens qui s'intéressent à la question, parce que voilà, il y a plein d'appels il faudrait faire ça, on va faire ça, il y a qu'à, et puis en pratique il se passait pas forcément grand chose en action auprès des chercheurs. Ça dépend fortement des communautés, mais certaines communautés étaient très peu sensibles à la question, malgré donc une masse considérable de déclarations, voilà.
Donc j'en ai listé quelques-unes, je vais pas rentrer dans le détail. Je vais parler donc, notamment de DORA donc, en 2012, qui est la déclaration de San Francisco, qu'on appelle la déclaration de San Francisco, parce que c'est une des premiers textes qui met en avant la problématique de l'évaluation de la recherche, de l'évaluation dans l'ouverture des accès à de la recherche. La question de l'évaluation, je vous le disais un petit peu avant, est vraiment centrale dans les dynamiques d'ouverture des résultats de la recherche, et de la recherche, pas seulement des résultats. Et c'est vraiment un point qui fait débat, c'est-à-dire que si votre article, si vous ne le publiez pas dans une revue très connue, à fort facteur d'impact, etc., votre labo a moins d'argent et vous-même ne faites pas carrière. Donc il y a eu très longtemps une injonction à ce que vos publications soient évaluées dans des revues bien notées. Et donc à San Francisco, on a commencé à dire qu'il faut arrêter d'évaluer sur la qualité des revues, que l'important n'est pas la qualité de la revue dans laquelle vous publiez, mais la qualité de l'article que vous publiez. Donc c'était un moment assez intéressant. C'est un frein. Les chercheurs vont pas s'intéresser au mouvement de l'open access s'il faut de toute façon que par défaut ils publient dans une revue propriétaire fermée pour pouvoir faire carrière. Donc ensuite, donc l'Amsterdam Call for Action, il y a plein de call for action. On a dit faites des choses, les chercheurs faites des choses. Ça commence à bouger un petit peu, mais c'est encore un petit peu long. Je vous parle de 2016, les FAIR Principles, parce que c'est quelque chose qui a pris là en ce moment un poids considérable, la notion de FAIR. Donc c'est le Global Open Fair Initiative, GoFair, qui aussi donc propose des lignes de conduite. Je reparlerai un petit peu de ce que c'est le FAIR ensuite. Vous avez certainement tous entendu parler en 2017 de l'appel de Jussieu pour la science ouverte. Donc là, c'est la naissance du concept de bibliodiversité. Le mot est très très laid. C'était un appel, justement, encore un, pour favoriser la multiplicité des voies de mise en forme de l'accès ouvert. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de rendre accessibles des résultats. Il n'y en a pas qu'un, et notamment, il n'y a pas que le fait de publier dans une revue nativement en open access. Je vais y revenir un petit peu après. Et en septembre 2018, le plan S, de ce qu'on appelle la coalition S, OA pour Open Access, donc coalition, qui est, mais je pense que tu vas y revenir un petit peu plus dans le détail ensuite. Le plan S, non, je ne comprends pas du tout. Donc, qui est un plan signé par des organismes de financement de la recherche, dont l'ANR en France, par exemple, et qui est donc en cours d'implémentation et qui engage la recherche financée, qui implique que la recherche financée par ces organismes soit mise en accès ouvert. Donc juste un petit point sur l'open access, des questions de vocabulaire aussi. Donc dans le courant des années 2000, jusqu'aux années 2000, ce qu'on appelait accès ouvert, c'était des archives ouvertes. C'est-à-dire qu'il s'agissait de mettre en ligne de façon libre et gratuite des prépublications, donc c'est ce qu'on appelle de l'archivage. Les articles continuent à apparaître dans des revues classiques sous abonnement qui se trouvaient dans les bibliothèques. Dans le courant, enfin un petit peu avant les années 2000, mais ça a pris un poids plus important. Dans le courant des années 2000, sont apparues des revues nativement en accès ouvert, c'est-à-dire que le contenu n'est pas accessible sur abonnement, généralement par une bibliothèque, mais directement en ligne, gratuitement pour le lecteur. Donc ce qu'on appelle la voie dorée, c'est le fait de publier, vous avez certainement déjà entendu ça. Je ne sais pas quel est votre niveau d'information sur ce genre de sujet, donc s'il faut rentrer dans le détail, voie dorée, voie verte, etc. ou pas. Si vous le savez déjà, je m'en excuse. Bon, alors très bien. Donc dans les mouvements accès ouvert,
Et là, pour l'instant, je parle vraiment que d'accès ouvert et pas de science ouverte. Parce que là, on parle vraiment juste d'accéder aux résultats de la recherche. On parle de voies vertes pour désigner le fait qu'un chercheur auto-archive sa publication et la dépose dans une archive ouverte. C'est lui qui met son papier directement en ligne. En fonction de la politique de la revue dans laquelle il publie, il a le droit de mettre telle ou telle version de son article, c'est-à-dire soit son manuscrit auteur, soit le manuscrit, ce qu'on appelle le préprint, c'est-à-dire que le manuscrit accepté après les corrections des rapporteurs par la revue, soit le post-print, c'est-à-dire la version telle qu'elle est mise en page et mise en forme par la revue. La plupart des éditeurs acceptent le dépôt du préprint, donc c'est la version revue par les pairs, validée scientifiquement, mais sans la mise en page, sans la mise en forme et les corrections formelles de l'éditeur, sans le travail éditorial au sens strict. Un certain nombre d'éditeurs acceptent de déposer le post-print, c'est-à-dire la version de l'éditeur. C'est-à-dire que lui vend dans son abonnement à sa revue un article qui est par ailleurs disponible directement en ligne sur une archive ouverte. Il y a toute une question du modèle économique du fonctionnement, notamment des revues, et notamment dans des revues qui sont possédées par des éditeurs commerciaux dont l'objectif n'est pas la diffusion de la science, mais la rentabilité économique. Et donc ce qu'on appelle la voie dorée, c'est le fait de publier directement l'archive, Laurent. Oui, il y a peut-être la notion d'embargo. Alors, il y a le... Alors, oui, donc Laurent me demande de préciser sur la question des embargos. Donc beaucoup d'éditeurs vous permettent de déposer un article dans un dépôt d'archives ouverte, y compris, que ce soit en pré-print ou post-print. Après, c'est de le rendre public dans l'archive après une période d'embargo, c'est-à-dire que lui, il a quelques mois. Ça dépend des éditeurs, entre 6 mois et dans certaines disciplines, ça peut atteindre des durées très très longues, ça peut être 3 ans, 4 ans. Il a ce temps-là pour vendre l'article dans sa revue. Et après cette période d'embargo, l'article est mis en ligne librement sur le dépôt d'archives ouvertes. La voie dorée, c'est que l'article est publié immédiatement, de façon native, par l'éditeur dans une revue qui est disponible librement, qui n'est pas sous abonnement. Donc cette distinction en fait voie verte voie dorée, c'est un truc très usuel, très courant depuis 20 ans. C'est pas forcément très opérant parce que dessous, en fonction et des communautés et de qui on parle, les gens mettent pas forcément la même chose et que en fait ça porte la distinction. Au départ, la distinction est vraiment sur c'est avant publication ou dès la publication. Mais ça relève des réalités très très différentes. C'est-à-dire qu'on fait, donc voie dorée, c'est la Gold Road, donc c'est l'accès, on appelle l'accès ouvert Gold. Pour tout un tas de gens, l'accès ouvert Gold, ça correspond à l'accès ouvert auteur-payeur avec APC. Et c'est très très réducteur. Donc APC, oui pardon. Donc c'est Article Processing Charges. C'est les frais que demandent donc certains éditeurs pour publier dans une revue librement accessible en open access, enfin une revue nativement en open access, pour se financer, demandent à l'auteur de payer des frais de mise en ligne. C'est-à-dire qu'au lieu que la revue elle soit financée par les abonnements des bibliothèques, la revue elle est financée directement par les auteurs qui publient dedans. Donc ça c'est ce qu'on appelle des APC, c'est un mot que vous risquez d'entendre aussi. Et donc la dépense, soit on publie au moment, soit on paye au moment de la lecture, c'est le principe de l'abonnement, on paye pour lire, soit on paye pour publier, c'est-à-dire qu'on paye avant la lecture. Mais cette phase, donc cet accès ouvert auteur-payeur, c'est une partie de la voie dorée, et c'est pas toute la voie dorée. Il y a des revues qui sont nativement en open access, qui sont gratuites pour le lecteur et pour celui qui publie. C'est un autre modèle économique que celui du modèle auteur-payeur. On a Maddoc ici, Mersenne, c'est de la voie dorée. Les titres qui sont publiés à Maddoc sont nativement en open access et ça n'est pas payant pour l'auteur. Donc quand on parle d'auteur, en général, c'est son institution, évidemment, c'est le laboratoire qui paye.
il peut arriver que ce soit l'auteur qui sort sa carte bleue et qui paye l'APC directement en ligne sur la plateforme de reviewing du journal. Donc on a une très très grande difficulté aussi à identifier ce que coûte cette voie dorée auteur-payeur. Parce qu'on n'a vraiment pas... C'est compliqué d'avoir la main sur l'ensemble des dépenses qui sont faites, notamment en APC, dans les laboratoires et par les chercheurs. Donc il y a des enquêtes qui se font pour savoir si on paye plus cher pour de l'open access payant, enfin auteur-payeur, que si ça nous coûte plus cher que les abonnements. Parce que les budgets d'abonnement dans les universités, dans les laboratoires, sont démentiels. C'est généralement 90% des budgets des bibliothèques, les abonnements périodiques. Entre 80 et 90%, ça dépend des cas, mais c'est des sommes vraiment considérables. L'abonnement national à Elsevier, c'est 38 millions par an. Juste Elsevier. Bon, Elsevier, c'est pas petit, mais je m'égare un petit peu. Donc voilà, cette distinction voie verte, voie dorée, elle est connue, elle est classique. Je tenais à vous en parler pour que, si vous entendez ça, vous sachiez à peu près à quoi ça part, à quoi ça fait référence. Mais elle n'est pas réellement opérante. Donc c'est pas, enfin voilà, c'est ce que j'ai écrit très élégamment. Les modalités de l'ouverture ne sont pas celles du modèle économique de la publication. Donc d'une part, ça c'est une chose qu'à mon avis vous avez certainement déjà vue. Libre et gratuit, ça n'est pas la même chose. C'est pas parce que c'est gratuit à la lecture que c'est libre, et c'est pas parce que c'est libre que c'est gratuit. Donc on peut être gratuit à la lecture mais pas libre. Typiquement, l'exemple qui me vient en tête, je ne sais pas si c'est le meilleur. Quand un chercheur dépose sur un réseau social académique type ResearchGate son article sur son profil ResearchGate, c'est gratuit, tout le monde peut aller lire l'article, c'est pas libre. Le dépôt, il appartient à ResearchGate. Il n'est pas... Et il faut être inscrit sur ResearchGate pour le lire. Donc ça veut dire qu'il y a une barrière à la lecture, c'est pas libre. Et des fois c'est libre, mais c'est pas gratuit. Typiquement, il faut payer pour publier. Donc c'est mis en accès libre, mais quelqu'un a payé. Et donc les modèles économiques sont vraiment très variés. Donc voilà, j'ai parlé de la distinction entre voie dorée et auteur-payeur. Il y a ce qu'on appelle la voie diamant. C'est ce que fait, par exemple, je disais Mersenne, pour certaines personnes, c'est de la voie dorée. Pour éviter la confusion avec voie dorée et auteur-payeur, on a introduit le concept de voie diamant, c'est-à-dire que c'est gratuit et pour le lecteur et pour le publiant. Il y a le modèle économique freemium, où là, il y a la lecture de l'article, l'accès au contenu de l'article est gratuit. Par contre, tous les services annexes qui sont liés à la publication sont sur abonnement. Donc les services annexes, ça veut dire que vous pouvez imprimer, accéder aux statistiques de consultation de l'article, tout un tas de... Voilà, les services hors lecture directement en ligne de la page HTML sont payants. Si vous voulez télécharger le PDF, c'est payant, mais vous pouvez le lire en ligne. Ça, c'est le modèle freemium. Il y a des modèles sous type de souscription. Je pense à une initiative qui s'appelle Knowledge Enlarged, où les bibliothèques s'engagent à financer la mise en accès ouvert c'est plutôt pour des livres, d'un bouquin, et à partir d'un certain nombre de bibliothèques qui ont souscrit, le bouquin est libéré. Et une autre chose à laquelle je tiens à vous parler, ce sont le modèle des journaux hybrides, parce que c'est aussi un terme que vous allez certainement entendre ici et là, et c'est un scandale total. Donc les journaux hybrides, les éditeurs, quand ils ont vu qu'ils risquaient éventuellement de perdre des abonnements, puisque évidemment si tout le contenu d'une revue est disponible sur Archive ou sur HAL, moi bibliothèque, je suis pas complètement idiote, je vais arrêter de m'abonner. Je veux dire, si les gens peuvent, je vais faire des économies et eux vont perdre de l'argent. Donc d'une part, ils ont essayé de se récupérer en faisant payer la publication d'accès ouvert avec des APC. Et d'autre part, encore plus malin, c'est-à-dire qu'un journal hybride, c'est un journal qui est sur abonnement, auquel les bibliothèques s'abonnent, mais le chercheur peut, s'il le veut, en plus, payer des APC pour que l'article soit accessible aussi aux gens qui ne sont pas abonnés. C'est ça qu'on paye 2 fois.
C'est très malin, hein, je veux dire, et ça marche très bien. Donc à peu près 70% du catalogue de Springer, ce sont des journaux hybrides, par exemple. Donc le journal est sous abonnement, mais dedans, il y a du contenu en open access. Tout n'est pas en open access, une partie l'est. Juste pour que vous ayez une idée des niveaux de financement, la publication, le coût moyen d'un article processing charge chez un éditeur commercial, c'est environ 2 000 € par article. Donc c'est pas des toutes petites sommes non plus. C'est pas je paye 40 € pour télécharger article par article sur la plateforme de Springer. Je paye 2 000 € pour que l'article soit accessible au monde entier directement en ligne. Donc on parle de montants assez importants. C'est une des raisons pour lesquelles les instances politiques et la gouvernance les gouvernances de l'enseignement supérieur s'intéressent assez fortement à la question, parce que c'est pas du tout des petits budgets. Localement, ça peut être assez minime. Au niveau national, c'est des budgets très très importants. Donc c'est pas trivial du tout. Je sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Tout va bien. Donc, aujourd'hui, on parle plus seulement d'accès ouvert, mais de science ouverte, parce que cette dynamique d'ouverture concerne pas seulement la diffusion des résultats dans les publications, mais les conditions de production de la recherche, de la connaissance scientifique en elle-même. Donc c'est à partir de 2016, disons, qu'ont été généralisés, mis en place les principes FAIR. Donc FAIR pour, en français, facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Donc findable, accessible, interoperable, reusable. Et donc l'idée est que la diffusion et la production de la connaissance scientifique répondent à ces 4 principes. Facile à trouver, ça veut dire qu'il faut avoir notamment une gestion des métadonnées extrêmement précise, extrêmement claire, pour qu'on puisse interroger plusieurs sources et récupérer l'information. Accessible, c'est-à-dire sans barrière, ni financière, ni intellectuelle, ni embargo. Je sais plus du coup si j'ai répondu à la question de l'embargo de Laurent dans mon délire. Oui. Donc sans embargo, interopérable, c'est-à-dire qu'on puisse faire communiquer des sources et des dépôts de données différents, et réutilisable. C'est-à-dire que c'est pas une chose de mettre en ligne librement un article scientifique. Il faut que les gens puissent le récupérer et en faire eux-mêmes quelque chose. Donc il y a ce que je mettais un petit peu dans la première slide sur la diffusion de la science ouverte. L'open access, c'est une partie, c'est-à-dire que c'est la diffusion des résultats des publications. Donc ce mouvement d'ouverture des publications, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est ancien, une 30aine d'années. Ça marche très bien, ça marche très bien, c'est connu. Ça pose beaucoup de questions de fond, et un certain nombre d'acteurs tâtonnent, notamment dans les bibliothèques. Ça crée objectivement pas une angoisse, parce que le moment est très intéressant, mais c'est vraiment une modification profonde de nos métiers. C'est-à-dire que, vu que le gros de notre travail dans les bibliothèques de recherche, c'est de proposer des abonnements à des revues, c'est très réducteur, hein, évidemment, on ne fait pas que ça, mais c'est notamment le gros de nos budgets. C'est pas tellement le gros de notre activité, mais c'est le gros de nos budgets. S'il n'y a plus de revues, on n'a plus de budget, et on disparaît. Et donc les gens se posent des questions, mais qu'est-ce que je vais donc faire si tout est librement, moi bibliothécaire, si tout est librement en ligne, que les chercheurs n'ont plus besoin de moi Alors, ça c'est une position très personnelle. Ma foi, si les chercheurs n'ont pas besoin de moi, c'est donc qu'il faut que je fasse autre chose. Et à la limite, ça tient, vu que mon métier c'est de rendre service à la communauté de recherche. S'ils n'ont pas besoin de ce service, j'arrête, c'est très simple, et je change de métier. Et de toute façon, par ailleurs, j'ai
bon espoir que d'une part ça soit pas tout de suite et que le temps que j'arrive à la retraite, me, myself, I, ça sera pas complètement terminé encore. Mais surtout, on a dans cette masse de publications, pour le coup, on n'a plus un rôle juste de mise à disposition de l'information, mais de sélection, de tri, qui est encore plus important qu'avant, puisque la croissance exponentielle des revues, notamment parce que c'est une manne financière, le taux de marge des gros éditeurs commerciaux, c'est 35% par an. Donc c'est plus que Coca-Cola. C'est des gens qui gagnent vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et du coup, ils produisent des revues beaucoup. Il y a des sortes de grandeur de coût de publication d'un article, de revient pour une revue d'un article. Alors, là, donc, question, mais enfin, tu connais mieux ça. Question d'Olivier, la différence entre le coût de publication d'un article et le coût de revient d'un article. Il y a aussi des débats sans fin, très très complexes sur combien coûte, parce qu'on sait combien on paye, pourquoi on paye, pour quel service on paye. Si je paye 2 000 € pour mettre un article en open access, est-ce que ça les vaut? Quel est le coût de la mise en open access d'un article? C'est aussi une question pas triviale du tout, extrêmement complexe, et à laquelle moi j'ai pas de réponse directement, parce que ça dépend vraiment de... Est-ce qu'on compte l'ensemble des coûts, si c'est juste combien ça coûte de mettre à disposition, c'est-à-dire de faire la mise aux normes, la mise en forme d'un article pour le déposer sur un serveur. Ça c'est à la page, grosso modo, et le coût est relativement marginal. Autour de ça, il y a tout le coût l'organisation du circuit de publication, le workflow de la publication, c'est-à-dire trouver les rapporteurs, faire circuler l'article entre le chercheur et les rapporteurs, gérer les demandes de correction, etc. C'est pas seulement de prendre un papier et de le mettre en ligne. Donc prendre un papier et le mettre en ligne, ça coûte effectivement, ça coûte très... Je ne sais plus à MadDoc combien c'est ça, 7 € la page. Et ça, c'est juste la mise aux normes. Voilà, ça c'est uniquement la mise aux normes, c'est 7 € la page. C'est effectivement très peu cher. Après, MadDoc, enfin Mersenne est exemplaire, hein, mais par contre, autour de ça, il y a, pour que MadDoc puisse proposer ce service à 7 € la page, c'est parce que derrière, il y a du personnel permanent, des locaux, des serveurs, des gens qui travaillent, du temps de travail. Donc le coût de production d'un article, est-ce qu'on compte le temps qu'a passé le chercheur à écrire son article? Est-ce qu'on compte le temps qu'a passé le chercheur à se former et à l'ensemble de sa carrière pour produire cet article? Donc c'est pas vraiment quantifiable. L'idée aussi dans ce qu'on appelle faire open access, pour le côté publication, c'est de faire en sorte que, à la limite, pourquoi pas payer, il faut bien que, c'est pas gratuit, il faut bien que quelqu'un paye cette mise en ligne, elle a un coût, donc il faut bien que quelqu'un paye. Pourquoi pas faire payer la personne ou le laboratoire du chercheur qui publie? Sur le fond, il y a beaucoup d'arguments, mais à titre personnel, je ne suis pas très fan de cette solution. Mais intellectuellement, pourquoi pas? Simplement, il faut que ce soit au coût juste. L'idée, c'est que si on fait payer des APC, ça soit des APC qui correspondent à un coût. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour multiplier les bénéfices et la marge, c'est simplement pour rembourser le coût de cette mise en ligne. Et évidemment que 2 000 € pour publier un article, c'est très 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 largement surestimé par rapport au coût qu'a généré cet article pour la personne qui le met en ligne. Puisque notamment, si c'est un éditeur, enfin je vais parler de Springer parce que j'aime bien, si vous fait payer 2 000 € pour mettre un article en ligne, c'est pas lui qui a payé les reviewers qui ont relu l'article, puisque ça ce sont des chercheurs qui travaillent généralement dans des institutions publiques sur leur temps de travail. C'est pas lui qui a payé l'auteur pour rédiger son article, puisque c'est un chercheur relevant du service public. Donc pour lui, éditeur qui va toucher ces 2 000 €, le coût est faible, objectivement. Donc voilà, ce mouvement d'ouverture des publications, de l'accès à la publication, ça pose plein de questions, c'est très compliqué, mais on sait à peu près où on va, il y a plein de méthodes, il y a plein de moyens. Et l'appel de Jussieu sur la bibliodiversité, c'était ça, c'était de dire, il y a plein de méthodes, utilisons-les toutes.
Il n'y a pas une bonne et une mauvaise méthode. Si des gens dans une communauté trouvent que c'est bien de publier avec des APC, ma foi qu'ils le fassent, au moins c'est ouvert. S'ils ont l'argent pour le faire, qu'ils prennent l'argent pour... Très bien, faites-le. Si dans des communautés on ne veut pas le faire, eh ben on fera de la voie verte ou de l'auto-archivage. Les moyens d'accéder comme ça, de mettre en accès ouvert les résultats de la recherche, ne sont pas exclusifs les uns des autres et ça correspond vraiment à des usages différents. Le mouvement d'ouverture des données de la recherche, donc c'est-à-dire que je vais y revenir un petit peu après sur quelques éléments de définition, est beaucoup plus récent. C'est-à-dire qu'en fin d'un coup, on s'est dit, mais il n'y a pas seulement le résultat et la publication qu'il faut ouvrir. Il faut ouvrir aussi les données qui ont permis d'arriver à ce résultat. Donc ça, c'est plus récent. Mais ça progresse plus vite, ça intéresse finalement un nombre considérable de gens, parce que ça impacte directement dans les laboratoires la façon de travailler et des chercheurs et des fonctions support. On va y revenir après. Pour ouvrir des données de la recherche, il faut que tout le monde travaille un petit peu de concert. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'autres chantiers dans le domaine open science. Les questions notamment l'open peer review, c'est-à-dire le peer reviewing, c'est le fait que l'article soit relu par un rapporteur et validé scientifiquement par un pair. C'est aussi un circuit extrêmement fermé, très opaque, c'est une boîte noire en général. L'auteur ne sait pas qui a rapporté sur son papier, n'a pas forcément l'intégralité des rapports, il sait juste que c'est oui ou si c'est non. C'est vraiment quelque chose de très fermé et qui est l'occasion, enfin, qui peut être critiquable à certains égards. Alors, la masse des revues étant croissant de façon exponentielle, je ne sais pas si c'est bon, mais énorme, fait qu'il est très difficile pour les revues de trouver des reviewers, de trouver des rapporteurs, parce qu'ils publient, une revue qui publie 300 articles par an, il faut qu'elle trouve 300 rapporteurs, 600 s'il y en a 2 par papier, pour relire les trucs. Donc, et les rapporteurs, c'est les chercheurs, donc c'est la même communauté. Et quelqu'un qui est capable de relire un article, je sais pas moi, sur les monnaies celtes au IVe siècle, ils sont pas très nombreux. C'est des trucs très très spécialisés, on peut pas demander à n'importe qui de le faire. Et ce qui fait qu'il y a des rapports sur les articles, des publications qui sont faites. Soit le rapporteur ne fait pas son boulot parce qu'il n'a pas le temps, soit on propose Enfin voilà, ça peut être mal fait, et comme c'est noir, comme c'est pas ouvert justement, on ne sait pas trop. Et donc ça arrive, c'est une des choses qui a été une crainte qui était reprochée aux journaux en full open access. C'était oui, mais c'est pas relu ou c'est mal relu, et un article est de moins bonne qualité quand il est publié dans une revue en open access parce que ça n'a pas été validé par les pairs de façon correcte. Donc il y a un mouvement, l'idée de rendre aussi le processus de peer reviewing ouvert, c'est-à-dire public sur une plateforme où les gens voient, alors anonyme ou pas anonyme, parce qu'après il y a des règlements de compte entre chercheurs à l'intérieur des communautés, ça peut être un petit peu compliqué de maintenir la paix sociale si c'est complètement ouvert, mais au moins que le contenu des rapports soit public et pas seulement diffusé à l'auteur, mais diffusé à la communauté, que quelqu'un puisse dire non mais là t'as rapporté mais tu dis n'importe quoi et je suis pas d'accord et c'est pas vrai. Et ce qui permet aussi la création d'un autre discours scientifique, c'est-à-dire que ça devient un débat sur le fond qui est ouvert et qui n'est pas limité entre un auteur et le rapporteur de sa publication. Donc voilà, Open Infrastructure, c'est parce que là on parle de données numériques, ça demande aussi de mettre en place des infrastructures techniques, souvent lourdes, coûteuses. Voilà, le mouvement Open dépasse très largement et les données de la recherche et l'accès aux publications, mais moi je vais vous parler très essentiellement que de ça. Je vous ai mis ici, dans le PDF, tout est cliquable, comme ça vous pouvez arriver directement à quelques exemples de trucs qui existent dans le domaine de l'open science, donc notamment le plan S.
Une chose qui me plaît assez, c'est l'initiative for Open Citations. Donc c'est aussi une autre façon d'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a tout un trafic. Une réflexion sur la bibliométrie et sur le fait qu'on décompte la qualité scientifique quantitativement sur le nombre de citations d'un article. Ces citations sont répertoriées dans des bases de données propriétaires, très connues, le Web of Science qui est possédé par Lizzie, donc Clarivate maintenant, enfin bref, ou Scopus qui est possédé par Elsevier. Donc les travaux bibliométriques pour croiser des citations entre un article, ces citations sont déposées dans des bases de données fermées auxquelles les établissements s'abonnent de façon très chère aussi. Et donc il y a une initiative pour que ces bases de données de citation soient ouvertes. Je vous engage à aller cliquer sur le lien Initiative for Open Citations, donc qui permet de faire ce travail bibliométrique sans passer par des bases propriétaires. Et c'est tout. En France, actuellement, c'est aujourd'hui, enfin c'est depuis mardi et jusqu'à aujourd'hui, se passent les premières journées nationales de la science ouverte. From Strategy to Action. Donc c'est au ministère. Donc il y a en début juillet, le 4 juillet, Frédéric Vidal, dans un colloque européen de bibliothécaires, donc Liber, la Ligue des bibliothèques de recherche, la Ligue européenne des bibliothèques de recherche. Donc à Lille, le 4 juillet, Frédéric Vidal a lancé le plan national pour la science ouverte, c'est-à-dire que c'est une des priorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Donc qui donne un certain nombre de lignes directrices de qu'est-ce qu'on doit faire pour ouvrir la science dans la communauté de recherche française, et qui donne des moyens, qui met de l'argent. Pas énormément, mais enfin quand même un petit peu. Je crois qu'elle a annoncé c'était 3,5 millions pour la mise en place du plan, je ne sais plus. Et donc le premier résultat effectif de ce plan national, c'est la mise en place d'un COSO, donc le Comité pour la science ouverte, qui a tout un certain nombre de collèges et de groupes de travail sur le sujet pour organiser la réflexion et idéalement l'action. Alors ça fait suite à une initiative toujours du ministère qui était en 2011 ou 12 je crois, qui était la Bibliothèque scientifique numérique, la BSN, qui était aussi un certain nombre de sujets, publications, voilà, il y avait 10 segments. Il y avait 10 segments de la BSN. Prends le micro. Il y avait 10 segments de la BSN. Alors, je ne connais pas tous par cœur. Je crois que le segment 9, c'était la formation. Je suis sûr, en revanche, parce que ça, j'ai suivi ça de très très près, le segment 10 était le segment consacré aux données de la recherche. Et bon, j'en reparlerai tout à l'heure sinon, mais effectivement, les 10 segments ont avancé de façon différente, mais ça, c'est normal. Et ces 10 segments de la BSN sont fondus aujourd'hui dans un seul COSO avec ces différents collèges, et les choses vont avancer dans ce sens-là. Et effectivement, c'est le sens de l'annonce faite en juillet à Lille par la ministre de la Recherche. C'est le regroupement, bon, on en reparlera tout à l'heure, c'est le regroupement de ces différents segments BSN en un seul COSO, et puis un certain nombre d'axes. Je reviendrai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, je veux pas te couper l'herbe sous le pied. Non, mais du coup, je détaille pas non plus si tu détailles après. Donc les journées ont lieu en ce moment, nous les ratons. C'est hyper triste de rater une journée entière au ministère. Amphi.carré à Paris, au ministère de la Recherche, il y a, je crois, une allocution de Madame Vidal, ministre de la Recherche, justement, en ce moment même, à cette heure-là, je pense. Voilà, et c'est des choses que vous pouvez suivre en direct, mais je ne vous recommande pas, parce qu'on est quand même drôlement intéressant aussi, mais que vous pourrez suivre en différé, puisque ça sera webcasté de toute façon. Il y a plusieurs éléments dans ces journées, y compris quelque chose qui est tout à fait intéressant,
qui est le lancement de RDA France, Research Data Alliance. Il y avait un RDA international, et puis sous l'impulsion de sur le précédent, voilà. Ça c'est intéressant parce que en fait il y a deux types d'initiatives, des initiatives, pardon, je vais y arriver, bottom-up et top-down. Et là, sur les initiatives RDA, on est vraiment sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme blocage. Et il y a des commissions qui travaillent sur comment on peut sortir de ce blocage. Et voilà, donc ça c'est intéressant. Et donc, à la DIST, à la Direction d'information scientifique et technique du CNRS, en particulier, puis avec Françoise Génova, c'est quelqu'un d'extrêmement actif et d'extrêmement important dans ce groupe RDA. Il a été décidé de faire un groupe dédié aux données en France, à la gestion des données en France. Donc c'est le lancement aujourd'hui. C'était hier, le lancement de RDA France, le groupe et vous pouvez vous y inscrire, les groupes de travail, vous pouvez y participer, vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez faire remonter des problèmes que vous rencontrez, ces problèmes qui sont pris en charge dans les groupes de travail et qui ensuite amènent à des solutions. Enfin voilà, c'est vraiment tout à fait, c'est une initiative qui est vraiment extrêmement intéressante. J'insiste dessus. Oui, et alors surtout c'est important justement que ça soit. Alors, enfin, je vais parler à titre personnel, hein, pas du tout au nom du RNBM. Moi, j'ai personnellement un petit peu reproché à l'infrastructure BSN d'être une usine à gaz. C'était très segmenté, c'était très difficile, l'information circulait pas très bien entre les différents segments, et c'était un outil de bibliothécaire avec des bibliothécaires pour des bibliothécaires. Il y avait un truc un petit peu comme ça. Et à mon sens, c'est justement important que ce genre de sujet, d'autres gens que des spécialistes de l'IST s'y intéressent et s'en emparent. Donc c'est important qu'il y ait des informaticiens, c'est important qu'il y ait des chercheurs. Je pense même que c'est important qu'il y ait des administratifs dans ce genre de choses, qu'à mon avis on les verra pas, mais ce serait bien. Et justement, il ne s'agit pas de refaire une énième initiative du ministère et de dire c'est un plan machin parce que ça vient d'en haut et que le ministère a dit que, etc. C'est important qu'il y ait des gens de terrain qui aillent travailler dans les groupes et qui aillent faire des trucs, et que ça soit pas laissé justement à des présidents d'université, à des décideurs, mais de vraiment faire des choses en vrai, quoi. Ça suffit depuis 2003 de faire des appels et des call for action, laisser les gens travailler, voilà, allons-y, quoi. Mais donc pour y aller, il faut y aller. Alors, ça veut dire qu'il faut libérer du temps de travail, que dans son labo c'est compliqué que ça, c'est toujours l'éternelle question, mais à titre personnel, avec toutes les comment dire, précautions que moi j'ai sur ce genre d'initiative justement très top-down, c'est important que des gens y aillent et quitte à déranger, hein, il faut le faire, quoi. Donc voilà pour le COSO. Alors oui, la dimension science ouverte, une chose importante, c'est que c'est vraiment quelque chose de la science est par définition et par usage très très international. Il y a très peu de disciplines qui travaillent sur un plan national. Et donc les usages sont structurés plus par discipline, plus par communauté scientifique que par pays. Par contre, les contraintes sur la mise en action de ces dynamiques d'ouverture sont généralement locales. C'est-à-dire que c'est des contraintes de droit, qui sont le droit de votre pays, des contraintes d'organisation, c'est-à-dire qu'en France, le SR est organisé de telle façon, il y a des unités mixtes avec des institutions différentes, voire concurrentes, voire compliquées. Et donc la contrainte, elle est vraiment liée au lieu dans lequel on travaille. Donc il y a vraiment dans ces problématiques-là une difficulté de croiser à la fois ces questionnements et ces pratiques en tant que discipline, je vais parler pour les maths, mais avec les niveaux de l'institution dans laquelle on travaille, localement son laboratoire, dans un établissement, au CNRS, en France, en Europe et à l'international. Donc c'est une nécessité absolue de faire coïncider, non, mais
communiquer, croiser ces différents périmètres. C'est-à-dire, l'objectif étant de trouver des bonnes pratiques communes et les adapter à ces contraintes locales. Il n'y a pas une bonne façon de faire de l'open science, il n'y a pas une solution, on parle de biodiversité. Tout le monde, tout est possible tant que ça répond, par exemple, au principe FAIR. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode, quoi. Donc en mathématiques, on était dans la communauté maths, on a été très actifs et on l'est toujours sur le domaine des publications de la recherche. C'est une discipline dans laquelle le taux de dépôt d'auto-archivage est très important. Tous vos chercheurs déposent dans Archive ou dans HAL ou dans Zenodo, dans tout ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de revues qui sont passées en open access. Il y a des initiatives pionnières et exemplaires sur la publication en accès libre et des archives et la publication native. Par contre, sur les données, on est largement plus en retard. C'est une des raisons pour laquelle moi, voilà, Philippe m'a demandé de venir parler des données. Je vais, ça va être compliqué, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Publication, je gère un peu. J'ai des idées sur la question. Données de la recherche, en maths, on s'était vraiment pas trop préoccupé de la question. À la précédente ANF du réseau des bibles de maths, on voulait parler des données. On a trouvé personne. Ils nous disent ouais, mais non, mais on ne sait pas. C'est même plus loin que ça, c'est-à-dire que la réponse a été c'est à vous de définir ce que c'est que les données de la recherche, c'est à vous de faire le travail. Je le redis pour la caméra. Voilà, ce qu'on nous a répondu, c'est non seulement on a trouvé personne, mais on a dit faites-le. C'est à vous de le faire, quoi. Donc moi j'étais très contente quand j'ai vu le sujet de l'ANF ici de Matrice. C'est super, au moins les informaticiens eux ils le font. Vraiment c'est bien, quoi. On a une vraie difficulté dans la communauté à savoir c'est quoi les données de la recherche en maths. Enfin, Dieu. Tout le monde on entend partout dans les instances dire données de la recherche, faut ouvrir données de la recherche. Pour nous, donner de la recherche, c'était les publications, quoi, grosso modo. Hein. La recherche en maths, c'est produire des articles et lire des articles. Alors en fait, non. Mais on s'intéressait beaucoup à la publication, moins à la question des données. Ça va nous tomber dessus et il faut le faire, donc c'est très bien que Matrice ait démarré le truc. Nous, on va essayer au RNBM de suivre le mouvement. Je ne sais pas encore très bien comment. Mais au moins, moi, ça m'a donné l'occasion déjà de plonger un peu dans le sujet. Donc je suis très contente d'être là parce que j'apprends des choses. Je voulais parler de deux, trois trucs. Alors là, c'est vraiment pour le coup, donc je dis j'apprends des choses. Dans le mouvement ouverture, il y a pas seulement les publications à donner. J'ai fait une petite slide rapidement sur la question des licences libres, que certainement vous connaissez très bien. Et donc évidemment, pour mettre quelque chose en accès libre et ouvert à tout le monde, notamment pour les publications, mais pas seulement pour les publications, les logiciels, les données, on leur attribue une licence qui juridiquement protège et définit quels usages on peut faire et pas faire de ce document. Donc les plus courantes et les plus classiques sont les Creative Commons. Je pense que est-ce que vous connaissez tous ces choses-là? Oui, ouais. Donc Creative Commons, notamment CC BY, la licence CC BY, donc uniquement attribution. Et la licence qui est préconisée par le plan S. C'est-à-dire que les gens qui ont signé, les agences de financement, qui ont signé le plan S en disant vous devez rendre en accès ouvert vos données et vos publications, faites-le en licence CC BY. Donc l'ODBL. Je vous parle pas de la GPL parce que ça vous la connaissez encore plus mieux que moi, je suis certaine. La licence Etalab, donc LOOL. Licence ouverte, open license. Et la licence créée par la mission Etalab, donc qui dépend directement du Premier ministre, et qui fait, en France, c'est la licence
par défaut et type de base pour toute l'administration française. Donc quand vous publiez un truc et que vous déposez quelque chose sous licence CC BY ou GPL, vous avez faux. Il faut utiliser la licence Etalab. Théoriquement. Donc je ne sais plus quelle est l'expression. Il y a des dérogations pour utiliser d'autres licences qu'Etalab quand on est agent public, mais théoriquement c'est celle-ci qu'on doit utiliser. La loi de 2016, prends le micro. Bernard, utilise le micro. La loi de 2016 pour la République numérique, alors je vais être très très schématique évidemment, avait précisé que c'était la licence Etalab qui était la licence à utiliser pour les publications scientifiques, pour les données, etc. En réalité, et puis bon, ça allait un peu à l'encontre. Alors, et on est voilà, ça allait un peu à l'encontre de tout ce qui était mis en place auparavant, en particulier et très utilisé les Creative Commons que vous connaissez tous, qui est plutôt bien fait, même s'il y a des chevauchements. Et en réalité, on est, je dirais bien par habitude franco-française, dans un système dérogatoire, c'est-à-dire qu'en fait, on peut demander une dérogation à Etalab, mais au cas par cas. Donc voilà, c'est vraiment très très schématique et j'espère ne pas me tromper dans les mots que j'utilise. Voilà. Normalement, c'est toutes les licences relèvent de ce système Etalab et puis éventuellement dérogation. Donc, par ailleurs, la licence Etalab correspond en termes de clause peu ou prou à CC BY. C'est juste une licence d'attribution, c'est ça que vous pouvez réutiliser avec. Il n'y a pas de condition de non-modification. Et vous pouvez aussi en faire un usage commercial du document à la fin. Donc, il n'y a pas de question de share alike, SA chez CC BY. Ou NC non-commercial, c'est vraiment juste attribution, dire cette chose-là, citer la source. Bon, je pense que si vous avez des questions extrêmement précises sur les questions d'usage et de licence, vous pourrez les poser demain matin à mon excellente collègue Émilie Masson qui va intervenir, qui est une juriste de métier, son métier, et qui est vraiment très très bien. Certains d'entre vous la connaissent probablement, elle intervient souvent. Et au-delà des problématiques RGPD, qui sont problématiques pas très simples non plus, elle pourra vous répondre sur les questions des licences. Donc je pense qu'il est préférable de renvoyer les questions à Émilie Masson demain matin. Et d'une façon générale, si moi, je vais parler pour moi, si je dis des choses aujourd'hui et qu'elle me contredit demain, c'est elle qui a raison. Pareil. Croyez-la, quoi. Pareil, elle est excellente. Alors, je voulais juste quand même parler de choses auxquelles je ne connais rien, mais que vous connaissez des trucs certainement. Donc, évidemment, quand on parle d'ouverture, c'est aussi le mouvement du logiciel libre. On parle d'open, c'est aussi la question d'open source. Donc, c'est un peu la même préoccupation dont on parlait tout à l'heure, de non-appropriation, le brevetable du vivant, ce genre de choses. Donc, d'empêcher l'appropriation privée des connaisses. Dans ce mouvement, il y a aussi la même nécessité de distinguer entre ce qui est libre et ce qui est gratuit. Ça procède un peu des mêmes interrogations. Par contre, à mon sens, c'est des mouvements un petit peu parallèles comme ça, mais qui se croisent assez peu, parce que c'est pas du tout les mêmes communautés de recherche. Voilà, moi, j'y connais absolument rien dans le mouvement logiciel libre. J'utilise Framadat, voilà, ça se limite un peu à ça. Tu as cité la GPL. Ouais. Et les licences ici. Je sais, ben voilà, typiquement, je connais pas. C'est des licences Je t'entends pas. C'est mort. Je crois que c'est mort en passant par l'état. Mais alors pour le coup, ouais, non, je ne connais pas du tout, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais donc, ça, c'est à la limite, si on peut. Moi, je suis tout à fait encline à ce qu'on me raconte un petit peu et qu'on m'explique ce que c'est que le mouvement du libre dans la partie logicielle, le mouvement libre en publication en résultats scientifiques. J'ai quelques idées.
sur la partie infrastructure logicielle, je suis totalement sèche, quoi. Et je voulais quand même aussi citer, parce que j'aime bien, ça procède, à mon avis, ça va c'est la même direction, le mouvement des communs, ce qu'on appelle les biens communs, ou les biens communs, le savoir commun, les biens communs de la connaissance. Donc je renvoie juste sur le collectif savoir commun, mais c'est par pur plaisir. Je voulais aussi faire un petit point sur un projet, pour le coup, donc, qui intéresse directement l'informatique, qui est le projet Software Heritage. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Pas du tout. Donc l'objectif de ce projet, donc, c'est porté notamment par Roberto Di Cosmo, donc, qui est informaticien à Paris 7, chercheur en informatique, et qui est porté est financé au départ par INRIA, et qui va, il y a un collège, une partie du COSO qui intègre le projet Software Heritage. Donc l'idée étant que oui, tout ça c'est bien joli de faire des publications ouvertes, d'ouvrir des données, etc. Tout simplement, toutes ces choses-là, on les opère sur des machines avec des logiciels dont on ne conserve pas, dont on n'a aucune idée de la possible réutilisation à l'avenir des codes sources qu'on ne connaît pas. On n'a pas les codes, on n'a pas on n'a pas accès aux infrastructures logicielles pour faire tourner et pour utiliser ces choses qu'on a ouvertes avant, que ce soit les données ou les publications. Donc le projet étant de collecter, préserver, un archivage pérenne et libre d'accès, donc partager tous les logiciels. L'objectif de Di Cosmo est de garder tous les codes sources du monde entier de la Terre. Ce qui est certes un petit peu ambitieux. Et dans quelques domaines que ce soit. Donc à l'heure actuelle, donc le projet a été lancé en juin 2016, et à l'heure actuelle, ils sont à un peu plus de 5 millions. Ça, c'est le graphe, je l'ai sorti hier. Donc ils sont à 5 millions de fichiers sur la base Software Heritage. Donc ça avance, ils moissonnent des choses, ils y vont. Donc si le truc vous intéresse, je vous engage à aller faire un tour là-dessus. Il y a aussi une question. Quand on parle d'open science, il y a aussi une question de préservation d'un patrimoine, et que ce patrimoine reste librement accessible sur des durées longues, et reste opérable et réutilisable sur des durées longues. Et la pérennité de l'archivage est une question assez fondamentale. Alors, quand on parle de données, donc de données de la recherche, quand on parle d'ouverture des données, je vais faire donc deux, trois petits points sur ce que c'est que l'open data du point de vue français. Donc l'ouverture des données en France a pour objectif, mais pas seulement en France, mais de façon générale, d'arriver à une meilleure transparence des actions de l'État, puisque c'est notre argent, c'est nos représentants. Moi, en tant qu'agent public, je travaille. Je dois pouvoir rendre des comptes à mes concitoyens, et nous tous ici. Et il y a aussi évidemment un objectif d'innovation, c'est-à-dire que si les sources de travail et les données sont librement accessibles, des gens peuvent s'en emparer, travailler dessus et éventuellement créer des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Et donc, des impacts économiques, et quand même l'emploi, c'est très important. L'idée est pas... on parle de données d'une façon générale, pas seulement de données scientifiques. Et donc, jusqu'à très récemment, la logique pour accéder à des données administratives était qu'on peut demander, c'est-à-dire que moi en tant que citoyen, je peux aller voir une administration, un service public en disant je veux accéder à ça, a priori ils me les donnent. La logique est celle d'une diffusion volontaire et immédiate, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller les demander, elles sont mises à disposition. Donc il y a évidemment plein de
plateformes et de bases de ressources de données qui sont mises en place. Donc, data.gouv.fr qui procède de la mission Etalab, la SNCF, mais c'est le truc data.sncf.com, vous allez regarder, c'est assez rigolo. La BNF, vous avez toutes les notices bibliographiques en format opérable, donc JSON. Donc, ce mouvement-là de mise à disposition immédiate et volontaire des productions des administrations. Donc voilà, la mission Etalab, depuis novembre 2017, coordonne la politique d'ouverture de l'open data en France. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une donnée administrative? Parce qu'en fait, a priori, ce qu'on appelle les données de la recherche sont des données administratives. C'est-à-dire que ce sont des données, des documents produits ou reçus dans le cadre de missions de service public. Donc, les chercheurs, ou nous tous, sommes des agents du service public. Donc, tout ce que nous produisons, a priori, relève du cadre de la donnée administrative. Alors le problème de la donnée, c'est la petite phrase, c'est évidemment il faut que ce soit ouvert, aussi ouvert que possible, c'est une volonté, mais on ne peut pas tout ouvrir tout le temps partout, donc il faut aussi que ce soit aussi fermé que nécessaire. Je vais passer un petit peu rapidement du coup, là vous aurez les liens vers les quelques textes de loi. Parce que je vais revenir ensuite sur la partie administrative. Donc, qu'est-ce que c'est dans ce sous-champ des données administratives? Qu'est-ce que sont les données de la recherche? Je me suis essayée à... J'ai dit quand même, il y avait une commande pour ces journées aujourd'hui. Si on parle de données de la recherche, il faut bien définir ce que c'est que les données de la recherche. J'ai lamentablement échoué. Il n'y a pas une définition au sens strict des données de la recherche. Ça dépend totalement du point de vue selon lequel on se place, qu'est-ce qu'on met dedans, et des cultures de métier de la personne qui parle. Donc là, je vous ai mis deux définitions. Une qui émane de l'OCDE et qui s'adresse plutôt donc aux financeurs. Enfin, on parle de données de la recherche financée sur fonds publics, donc le point de vue est du qui paye pour produire ces documents. Donc c'est une définition très, très courante que les gens reprennent voilà, facilement. Donc ce sont des enregistrements factuels utilisés comme source pour la recherche scientifique. Et alors encore une fois, reconnus pour valider les résultats. Cette nécessité de validation par la communauté scientifique, c'est quelque chose qui demeure très important. La science, elle fonctionne par la validation par les pairs. Et une autre définition que j'aime bien, c'est celle de l'AF, donc l'Association des archivistes français, parce qu'elle est à la fois beaucoup plus large et qu'elle recadre un petit peu la problématique des données dans une histoire un petit peu plus ancienne. Donc les données de la recherche sont des informations, spécimens, matériaux, recueillis et documentés, donc collectés ou exploités à des fins de recherche et de preuve. Et donc c'est une partie des archives de la recherche. Alors évidemment c'est les archivistes qui parlent, donc ça se tient de dire bah non, c'est mon métier, il reste 10 minutes, mon livre. Ouais, je pensais qu'on aurait trop de temps, mais en fait non. Je vais aller très vite du coup. Mais moi j'aime bien, alors c'est peut-être parce que je suis pas archiviste du tout, mais je suis un petit peu sensibilisée aux questions. J'aime bien l'idée que voilà, cette problématique des données de la recherche, où on parle quand même de données dans un format numérique, puisque c'est ça qui est facilement partageable, réutilisable et diffusable. Réutiliser une archive papier et la diffuser, c'est un petit peu compliqué. Et pour la diffuser, on la met sous format numérique. Donc, voilà. C'est que cette problématique des archives de la recherche procède un petit peu de la même... donc c'est pas les mêmes cadres juridiques, c'est pas les mêmes métiers, mais c'est les mêmes interrogations. Les données de la recherche, enfin, à mon sens, c'est vraiment vrai que les données de la recherche sont une partie des archives scientifiques. Et on a eu beaucoup de mal, et on a toujours beaucoup de mal, à faire travailler dans les laboratoires sur qu'est-ce que c'est que les archives de la recherche. C'est-à-dire qu'aller demander à un chercheur de faire un dépôt aux archives départementales de son travail, vous allez rigoler. Vous ne le ferez pas, moi j'ai même pas essayé. Enfin, je veux dire, quand on commence à parler de ça, mais j'ai pas le temps, et c'est vrai, ils n'ont vraiment pas le temps. Donc on va encore venir leur dire il faut faire la même chose avec tout ce qui est format numérique.
Et c'est vrai, il faut vraiment le faire. Mais c'est des problématiques assez proches et qui sont régulées par des usages différents. Et à mon humble avis, il faut vraiment coupler et faire aussi se croiser la question plus générale de ce que c'est que les archives de la recherche, qu'elles soient, de quelque format qu'elles soient, que ce soit numérique, physique, imprimé, etc. Donc ça peut être des documents de type très variés, rapports, comptes rendus, évidemment des résultats d'enquête, des cartes, tout ce qui est simulation aussi, résultats de calcul. C'est à la fois des données brutes et des données de résultats. Ça peut être les deux, il n'y a pas de distinction. Il y a un débat sur est-ce que les carnets de laboratoire, est-ce que tout ce qui est de type projet ou programmatique ou préliminaire fait partie de ça. Il y a quand même un consensus que déjà ça va être compliqué de traiter des données achevées, finies, un document terminé. Donc si en plus il faut commencer à traiter des trucs préliminaires a priori on va vraisemblablement pas s'en occuper. Une question aussi sur les objets matériels ou sur les objets physiques, sur les animaux de laboratoire par exemple. Et alors, est-ce que les publications en tant que telles sont des données de la recherche ? À mon sens, oui, ça en fait partie. C'est pas seulement, enfin, parce que ça, c'est le résultat d'un travail d'analyse de données précédentes, mais qui va servir de base à des analyses ultérieures. Donc, pour moi, je vois pas, enfin, je ne le sortirai pas du cadre des données, même si c'est deux façons de traiter les choses différentes. Peut-être une mention particulière, bon, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, je vais peut-être en parler dès maintenant. Vous avez certainement entendu parler du TDM, Text and Data Mining, et en fait le résultat du TDM est considéré aujourd'hui comme donnée de recherche. Donc c'est extrêmement intéressant parce que tout ce qui va être recherché, calculé par l'intelligence artificielle sur des textes scientifiques bien balisés, bien normalisés et parfaitement identifiés par des métadonnées, le résultat est considéré comme du TDM. C'est une vraie question, c'est extrêmement intéressant. Alors, ce qui se passe en mathématiques, moi je vous l'ai déjà dit. Pas grand-chose pour le moment. Alors ouais, ça du coup je vais passer. De toute façon, je pense qu'Émilie demain, je ne sais pas exactement sur quoi porte son sujet. Ah ouais, donc non, elle ne vous en parlera pas. Mais donc pour savoir si votre document en tant que une donnée, un fichier type données de la recherche est un document administratif, relève de la politique d'open data et donc doit être diffusé librement. Donc ça, pour les quelques slides, mais donc vous les lirez directement. Je me suis j'ai pompé lamentablement, je me suis pas inspirée, j'ai vraiment copié. Une intervention de Nathalie Gandon, qui est documentaliste de l'INRA, qu'elle a présentée au FREDOC, donc aux journées du réseau des documentalistes du CNRS en octobre dernier. Donc il faut simplement vérifier que, donc on parle d'un document, pas d'un objet, pas d'une bête, que l'auteur du résultat est un agent public et qu'il a produit ce résultat dans le cadre de sa mission de service public. Et après, il y a un certain nombre d'exceptions qui rendent la donnée non diffusable. Donc je vais aller directement là-dessus. Les conditions, donc les exceptions à l'ouverture des données administratives. Donc des choses où voilà, on n'a pas le droit ni de le diffuser, ni de le réutiliser sans autorisation. Donc c'est donc des choses qui procèdent de l'exécution d'un contrat de prestation avec un prestataire privé. Et notamment donc, tout ce qui porte atteinte au secret défense, à la sûreté de l'État et à la sécurité, d'une façon générale, sécurité publique, sécurité des personnes, sécurité des systèmes. Donc finalement, à la fin, il y a quand même un certain nombre de cas où la donnée devrait être publiable parce que c'est une donnée administrative, mais on ne va pas le faire parce que c'est dangereux. C'est dangereux ou ça apporte atteinte simplement au droit d'auteur. Et donc, dans d'autres cas, les données sont communicables sous réserve ou seulement de façon restreinte.
Donc tout ce qui porte atteinte au secret commercial, évidemment. Et donc les données personnelles, ça, je suppose que Émilie en parlera demain. Et donc ce qui porte atteinte à la propriété intellectuelle d'une façon générale. Évidemment, ces exceptions-là relèvent toujours, c'est le principe du droit, d'interprétation. On fait croiser différents textes, différents règlements qui ne sont pas forcément convergents en fonction des cas. Donc généralement, il faut quand même arbitrer. Il y a des vraies questions juridiques derrière la diffusion et la réutilisation des données de la recherche. Donc d'une part, il faut arbitrer. Donc ça relève d'une discussion avec des services juridiques dans les établissements. Et il y a un manque cruel de support juridique dans les laboratoires sur ce genre de questions. Et d'autre part, on peut négocier. C'est-à-dire que ça, j'aurais pas le droit de le faire parce que mon partenaire dit que j'ai pas le droit. On peut discuter et voir à quelles conditions j'aurai le droit de le faire ou non. Et je voulais terminer donc sur les enjeux, parce que c'est très, très rapide. Pourquoi, à quoi ça sert et pourquoi on veut ouvrir les données de la recherche. Donc, il y a plein de types d'enjeux. D'une part, des enjeux évidemment politiques, si c'est un enjeu, c'est un grand mot, mais c'est un enjeu de démocratie, que la société civile puisse accéder à la production. Quand on parle de société de la connaissance, c'est pas pour rien. Il y a évidemment des enjeux scientifiques, alors ça tu vas en parler un petit peu après, donc je viens sur les questions d'une part d'éthique et d'intégrité de la recherche. Une recherche est considérée comme scientifique si elle est reproductible. Pour qu'elle soit reproductible, il faut qu'on ait accès aux conditions de l'expérience au départ, donc aux données qui ont donné lieu à ces résultats. Et on sait qu'il y a quand même un nombre considérable de publications pour lesquelles le résultat est absolument non reproductible. Parce qu'on n'a pas les sources, et que même l'auteur de l'article ou du résultat en question n'a plus les sources, lui-même ne peut pas le reproduire. Donc il s'agit de conserver, d'avoir les moyens techniques, les infrastructures et les méthodes pour conserver ces données, pour s'assurer que l'expérience ou le résultat soit reproductible. Et il y a aussi donc cette dynamique d'ouverture des questions que je vous disais tout à l'heure d'évaluation de la recherche. Évidemment des questions juridiques, je passe, des questions techniques, quelles infrastructures, avec quelle sécurité de ces infrastructures. Et chose auxquelles je tiens un peu plus, des enjeux organisationnels dans le contexte de la recherche. D'une part, donc encore une fois, sur l'évaluation et le financement de la recherche, si les conditions de financement de la recherche sont soumises à l'ouverture et des données et des résultats, ça implique une organisation différente dans les laboratoires. Et surtout, ce paradigme Open Science implique de faire s'interconnecter des métiers qui, jusqu'à maintenant, l'étaient pas ou peu. Et donc implique d'avoir une meilleure circulation et une meilleure maîtrise de l'information et de sa circulation, et implique des changements de culture professionnelle, des changements de métier, des changements d'organisation du travail dans la recherche. Et encore une fois, c'est comme quand on demande à un chercheur d'archiver sa science, c'est pas l'ajout d'un truc en plus chiant, c'est pas une surcouche de travail en disant oui mais ça, c'est l'ajout d'une surcouche. Alors la question c'est avec quels moyens on fait cette mise en place. Ça veut dire qu'il faut des gens, il faut du temps, il faut de l'argent. C'est très très joli de dire on va faire de l'open science. On peut pas faire de l'open science en supprimant des postes. Voilà. Mais c'est un autre débat. En tout cas, à moyen égal, il ne s'agit pas c'est simplement une autre façon de fonctionner et de produire du savoir scientifique. Et donc ça nécessite des changements profonds de la chaîne de la connaissance, et notamment des nouvelles méthodes de travail et une nécessité importante de formation
Et là, je parle aussi pour moi-même, puisque je débute complètement. Et il faut, enfin, voilà, moi, Julie Janaudy, je suis en train de changer de métier et de façon de travailler. C'est réellement vrai chaque jour, quoi. Et je suppose que vous aussi. Et qu'il faut que dans les laboratoires, au terrain, quotidiennement, les gens qui ont la connaissance technique et les gens qui ont la connaissance scientifique se parlent plus et interagissent beaucoup plus pour faire ça. Et en ce qui me concerne, j'en ai fini. Et je t'ai grillé ton bout de présentation de ANR H2020. Ça se paiera un jour. J'espère. Donc je vous ai mis là sur les slides quelques liens, mais c'est vraiment c'est des points d'entrée, des points d'entrée rapides vers des ressources si vous voulez fouiller un petit peu le sujet. Et je suis évidemment à votre disposition dans le maigre limite de mes connaissances pour répondre à vos questions. Oui, non. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas comment voulez-vous qu'on procède. Des questions maintenant, on la pose maintenant. On va peut-être poser une ou deux questions, ensuite on fait une pause et on fera après une session questions après la présentation de Bernard. On pourra revoir l'ensemble. Bon, merci pour cette présentation. Si on revient dans le slide précédent, on voit tous les acteurs. Commençons par les chercheurs. Donc, il y a un problème en termes de... Juste pour les publications, c'est le facteur d'impact. Donc, oui. Si on veut dire aux chercheurs publier sur des archives ouvertes et que l'évaluation se fait toujours en fonction d'un facteur d'impact qui dépend d'un certain historique des publications, à ce moment-là, les chercheurs vont me dire c'est une très bonne idée, mais pour l'instant, non. Je suis absolument d'accord. La question de l'évaluation et des chercheurs individuels dans leur carrière et des laboratoires, mais vraiment crucial. Enfin, c'est le point nodal. On n'avancera pas tant que cette question du mésusage de ce type d'indicateur, H-index, facteur d'impact, etc., et de la bibliométrie d'une façon générale, et pas beaucoup plus largement maîtrisée, contrôlée, réduite, voire annihilée. Enfin, à mon sens, je suis plutôt pour qu'on arrête d'utiliser ces indicateurs. Il y a des disciplines dans lesquelles c'est très très important, où c'est vraiment massif, enfin, où vous avez une prime en argent si vous publiez dans un journal à haut facteur d'impact. C'est un des collèges du COSO qui doit travailler sur l'évaluation. Et voilà, je suis tout à fait d'accord qu'on ne sortira rien de ces appels, de ces déclarations, de ces bonnes intentions, de ces initiatives, tant que la carrière individuelle des chercheurs sera conditionnée au fait de publier dans un journal à fort facteur impact. C'est sûr et certain. Ce qu'il y a, si vous voulez, moi, il n'y a plus de micro, du coup. Mon sentiment personnel. Tiens. Merci. Alors oui, je disais, c'est vraiment mon sentiment personnel. J'ai l'impression qu'on est vraiment à la transition de deux mondes. Et c'est les périodes de transition qui sont toujours difficiles à faire fonctionner. On est dans la fin, ou presque la fin, même si ça va encore exister, bien sûr, du modèle traditionnel éditeur, etc., celui qui a été très bien décrit par Julie. Et nous allons vers un monde de l'open science où toutes les publications et les résultats de données sont libres et gratuits. Mais en attendant, toute l'évaluation des chercheurs est faite sur l'ancien modèle et pas sur le nouveau modèle. C'est toute la problématique de cette période de transition que nous connaissons. J'ai envie de poser la question, quid d'un article qui est publié sur une archive ouverte,
comment ça rentre en compte dans l'évaluation d'un chercheur et donc dans sa progression de carrière. Hein. Ce n'est pas des choses anodines pour le chercheur et pour le labo et pour le financement. Quid de l'évaluation et de la prise en compte de l'évaluation de son dépôt de données de recherche, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Hein. De toute façon, on pourra reposer la même question tout à l'heure. Hein. Un chercheur qui va aller déposer des données dans un entrepôt ou qui va les archiver sur une archive, comment c'est pris en compte dans l'évaluation? Alors évidemment les choses vont changer, ça j'en suis certain. On parlera peut-être tout à l'heure des data papers, vous en avez certainement entendu parler. Ces data papers aujourd'hui ne font pas partie du processus d'évaluation, alors que ce sont des véritables résultats. Ce sont c'est pas un article, hein, un data paper, c'est pas un article. Un data paper, c'est un document qui présente des données. Voilà, je suis allé là, je suis parti de là, je suis arrivé là. C'est pas du tout un article scientifique, mais en même temps, c'est tout un travail. Et tout ce travail est susceptible, à mon sens, mais là c'est vraiment, je parle à titre personnel, est tout à fait susceptible d'être évalué et d'entrer dans le processus d'évaluation de la carrière d'un chercheur. Ce sont des choses actuellement qui ne sont pas du tout prises en compte. Alors, bon, je vais peut-être un tout petit peu plus détailler. Pour ce qui concerne par exemple le data paper, il y a quelque chose qui est très intéressant, parce que les data papers sont publiés soit dans des data journals, soit dans des journaux payants, modèles traditionnels. S'ils sont publiés dans des journaux traditionnels, entre guillemets, ils font partie de l'évaluation du journal, et donc voilà. Bon. Maintenant, le data journal en lui-même, à ma connaissance, hein, il y a peut-être des exceptions. À ma connaissance, les data journal ne sont pas évalués, ne rentrent pas dans le facteur d'impact. Évidemment. Pourquoi? Parce que les facteurs d'impact ont été mis en place par les sociétés d'éditeurs. Alors, je ne suis pas non plus contre les éditeurs, je ne veux pas être vent debout contre les éditeurs. Il y a un modèle qui correspond à un modèle économique, qui correspond à une logique économique qui a été mise en place. On en discutait un petit peu ce matin. Ce modèle, je ne dis pas qu'il est à bout de souffle, mais on est en train de percevoir qu'il y a quand même un hiatus qui s'est créé, et de plus en plus, entre le modèle économique éditeur traditionnel et le modèle de volonté académique de diffusion des connaissances. Et de plus en plus, l'ESR en général s'est saisi de la problématique et dit mais c'est pas possible, quoi. On peut pas continuer à payer des revues pour des choses pour lesquelles parfois on est même obligé de repayer pour réacquérir les articles qui ont été produits par nos propres chercheurs. Donc ça, c'est un modèle qui est un petit peu à bout de souffle. La problématique de l'évaluation des chercheurs, comme tu l'as dit, Julie, on ne pourra en sortir que par le haut, c'est-à-dire quand ce sera pris en compte, quand tout ce qui est open, aussi bien publication que data, tout ce qui est open sera pris en compte dans l'évaluation du chercheur. Mais on est actuellement dans cette période de transition un petit peu difficile où on se recherche un peu. Voilà, pardon, je suis trop bavard. Juste à titre d'exemple, très vite, dans la CNU, dans les textes pour l'évaluation des chercheurs, des différentes sections de la CNU, la seule section, alors je crois que c'était, j'ai oublié la discipline du coup là, où le mot open access était utilisé, c'était pour dire ne seront pas évaluées les publications en open access. Voilà, en 2016. Il y a eu une journée d'études à Toulouse sur la question de l'évaluation. Le représentant de la CNU qui commence à dire ça, on lui dit oui mais non, parce que le mot n'existe pas, il n'est même pas pris en compte dans les instances d'évaluation. Après ces journées, ça a été modifié, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé la mention. Donc ils n'ont pas dit on va évaluer les journaux en open access, mais ils ont arrêté de dire on ne va pas évaluer les journaux en open access. Donc ça avance très très lentement, et vraiment l'évaluation des chercheurs, c'est fondamental. Il ne se passera rien. Et ça veut dire